Bonjour à tous, donc je suis Amélie Séchaud, je suis chef de projet au sein du Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Calédonie et aujourd'hui je vais vous parler de l'initiative Récifs Résilients en Nouvelle-Calédonie. Je vais commencer brièvement par une petite présentation du site. Donc le site inscrit au patrimoine mondial a été inscrit en juillet 2008. Il s'agit des lagons de Nouvelle-Calédonie, diversité récifale et écosystèmes associés. Il s'agit d'un bien en série qui comprend 6 zones marines qui représentent une superficie de 16 000 km². C'est 60% de la superficie totale des récifs de Nouvelle-Calédonie. Et il représente l'ensemble de la diversité des récifs et écosystèmes associés. Il est géré par 4 gestionnaires qui sont les provinces et le gouvernement. Et il est coordonné par un organisme qui est le Conservatoire d'espaces naturels. Là, au niveau de la gouvernance du site, donc on est sur un processus de gestion participative. En Nouvelle-Calédonie, la compétence environnementale est attribuée aux provinces et au gouvernement. Donc l'idée de cette gestion participative, c'est d'œuvrer dans un but commun qui est de maintenir l'intégrité du bien. Le Centre du patrimoine mondial est en lien avec l'État français et le Conservatoire d'espaces naturels, qui est une structure pays destinée à apporter les actions d'intérêt commun à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Il coordonne le bien, donc il assure en particulier le pôle patrimoine marin, la coordination et la collaboration entre les collectivités gestionnaires que vous avez ici, donc qui sont les provinces et le gouvernement. Il coordonne la gestion à l'ensemble du bien. C'est le point focal auprès de l'UNESCO, de l'UICN et du public local. Et on participe au renforcement des compétences et des capacités des comités de gestion et des gestionnaires via des formations, du partage d'expériences, etc. Les critères, donc la valeur universelle du bien de Nouvelle-Calédonie. Donc, on parle de lagons et récifs coralliens tropicaux, qui sont un exemple exceptionnel d'écosystèmes de récifs coralliens extrêmement divers et qui forment un des 3 systèmes récifaux les plus étendus du monde. Il a été inscrit sur 3 critères. Donc, le critère 7, qui est une beauté naturelle exceptionnelle. On considère que les lagons et récifs calédoniens sont parmi les systèmes les plus beaux au monde en raison de leur grande diversité de formes sur une zone relativement restreinte. Donc, ça va de différents types de récifs, et également de la mangrove et des herbiers. Sur le critère suivant, qui est le critère 9, donc ce sont les processus biologiques et écologiques en cours. Le complexe récifal du bien est unique au monde. Il encercle la Nouvelle-Calédonie, offrant une variété de formes et d'expositions océaniques, donc avec des courants chauds, des courants froids, et on a vraiment d'importants gradients océaniques. Et c'est donc un des meilleurs exemples de la planète pour les processus écologiques et biologiques. Et enfin, le critère de diversité biologique et des espèces menacées. Donc, le bien est un site marin de diversité exceptionnelle qui sont l'habitat de nombreux poissons, des tortues, des mammifères marins, y compris menacés, y compris les populations de dugongs qui sont parmi les plus importantes au monde en Nouvelle-Calédonie. Donc, comme vous l'aurez compris, les récifs coralliens, et particulièrement en Nouvelle-Calédonie, sont essentiels à la fois à la santé de la planète, mais aussi des populations. Je rappelle que les récifs, à l'échelle mondiale, abritent 25% de la vie marine des océans. Ils apportent la protection des côtes, ils fournissent alimentation, emploi et loisirs aux populations. Mais donc, ils font face à diverses menaces, et en particulier le changement climatique, qui est une menace vraiment existentielle pour les récifs coralliens et les communautés qui en dépendent. On estime que 70 à 90% des récifs coralliens du monde connaîtront des épisodes de blanchiment répétés à 1,5 degré de réchauffement. En Nouvelle-Calédonie, particulièrement sur les récifs inscrits, la fréquence des épisodes de blanchiment est estimée à 1 fois par an dès 2040, selon le scénario à très haute émission, qui est l'un des plus pessimistes, mais aussi l'un des plus réalistes. Donc, pourquoi cette initiative? Donc, l'initiative est née d'un constat qui a été fait lors de la conférence des gestionnaires des sites inscrits au patrimoine mondial en 2016, qui est que tous les sites marins du patrimoine ont besoin urgent d'un programme d'action complet et soutenu pour renforcer la résilience de ces sites et leur donner les meilleures chances de survie à long terme. Donc, l'initiative a pour but de répondre directement à cet appel à l'action des gestionnaires des sites inscrits au patrimoine mondial. Plus en détail, l'initiative, qu'est-ce que c'est? Donc, au niveau mondial, l'objectif de l'initiative, c'est de renforcer la résilience des récifs coralliens inscrits au patrimoine mondial et des communautés qui en dépendent. Donc, l'idée, c'est de les aider à survivre, se rétablir, s'adapter à la fois au changement climatique et aux menaces locales.
L'initiative s'intéresse autant à la dimension naturelle du bien, donc avoir un écosystème marin résilient, qu'à la dimension culturelle, avec une communauté résiliente, donc qui vraiment améliorer la résilience du système dans sa globalité. Et vraiment, on s'appuie sur le travail qui est déjà mis en place pour apporter un soutien supplémentaire et des ressources supplémentaires, notamment aux gestionnaires et aux communautés locales. En bref, l'initiative donc, est dirigée au niveau international par la Fondation de la Grande Barrière de Corail en Australie. Elle est financée par la Fondation BHP et en Nouvelle-Calédonie, elle est pilotée par le Conservatoire d'espaces naturels, qui est aussi le même organisme qui coordonne le bien inscrit. L'initiative a commencé en 2018 et elle se terminera fin 2024, début 2024. Les opportunités, donc l'initiative apporte 3 choses. La première, c'est l'élaboration d'une stratégie de résilience pour répondre vraiment aux besoins locaux, pour intégrer la résilience dans les processus de gestion et donc dans les plans de gestion également. Le but aussi, c'est de financer les actions prioritaires de cette stratégie pour vraiment avoir une action concrète. Et on a accès à un réseau d'experts mondial pour soutenir le renforcement des compétences, le développement de solutions intégrées qui répondent vraiment à chaque site, partager les connaissances à la fois avec les gestionnaires des différents sites pilotes, mais aussi des gestionnaires du monde entier. Les partenaires de l'initiative, je vous les ai affichés ici, vous en avez quelques-uns, donc la Fondation de la Grande Barrière, vous avez le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais également l'Autorité de la Grande Barrière de Corail, l'Université de Columbia et 4 sites pilotes. Donc, ces sites pilotes, vous les affichez sur la carte. Il y en a un au Belize, un sur la côte ouest de l'Australie à Ningaloo, le site des îles du Palaos, et puis la Nouvelle-Calédonie. Donc, ces 4 pays représentent une très grande diversité sur tous les plans culturels, écologiques, économiques, mais ils ont aussi de nombreux points communs. Ils sont tous soumis à l'impact du changement climatique avec des blanchiments coralliens, éventuellement l'élévation du niveau de la mer et aussi des menaces liées aux activités humaines, comme le ruissellement qui provient des activités industrielles ou de l'agriculture, la nécessité de diversifier les économies locales qui sont vraiment dépendantes pour certaines à l'égard des récifs, et puis un besoin de collaboration accrue entre la science et la gestion. En Nouvelle-Calédonie, ça se présente donc sous la forme d'une stratégie de résilience. Donc le but, c'est vraiment d'élaborer cette stratégie pour définir une vision globale et des objectifs partagés sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie pour renforcer la résilience à la fois des écosystèmes marins, mais aussi des communautés. Il se déroule en 3 phases. Donc la première phase, ça a été la mise en place du site avec le recrutement d'un chef de projet qui est donc mon rôle actuellement. Ensuite, on a le développement de la stratégie avec une évaluation de la résilience, un engagement des parties prenantes et des recherches du renforcement des capacités des parties prenantes. Et puis, le but final, évidemment, c'est la mise en place des actions concrètement sur le territoire, le développement de partenariats pour vraiment consolider cette approche. Pourquoi une stratégie? Tout d'abord, pour une meilleure prise en compte du changement climatique, des effets à long terme, accentuer les synergies entre les gestionnaires. Vous avez vu qu'en Nouvelle-Calédonie, on a 4 gestionnaires différents. Rechercher des financements extérieurs de manière plus efficace. C'est surtout après l'initiative d'avoir un cadre qui nous permet d'aller rechercher des financements ailleurs pour financer justement des actions qui n'auront pas pu être financées dans le cadre de l'initiative ou bien de nouvelles priorités. Répartie du travail déjà effectué, l'idée c'est d'identifier les manques, là où on a déjà beaucoup d'actions et là où on en a moins, pour vraiment avoir une démarche complémentaire avec ce qui se fait déjà. Élargir le panel d'acteurs à mobiliser pour contribuer aux actions. Assurer vraiment une cohérence des politiques de gestion. Assurer une cohérence aussi avec les initiatives qui existent déjà, en particulier en Nouvelle-Calédonie. On est par exemple, on a l'initiative française pour les récifs coralliens, l'IFRECOR. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un plan commun. Tout ça, donc vraiment pour œuvrer dans un but commun et en avoir un cadre qui n'est pas contraignant vraiment et qui vient pour être complémentaire des politiques publiques. Les objectifs de la stratégie, donc comme je l'ai dit, c'est soutenir la mise en œuvre de projets, donc vraiment des actions concrètes pour répondre aux principaux enjeux locaux, pour intégrer la résilience dans les processus de gestion. Et là, on parle aussi en ce moment de la révision des plans de gestion. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer
cette idée de changement climatique et d'avoir une approche résiliente dans les plans de gestion qui sont en cours de révision. Et puis favoriser donc de nouveaux partenariats et politiques en faveur de la préservation des écosystèmes et des communautés. Comment elle est élaborée? On s'appuie sur une large consultation des parties prenantes. C'était le travail de l'évaluation de la résilience. Notre travail il est guidé par un comité de suivi local pour aider à hiérarchiser les principaux objectifs, les priorités, quels sont les domaines d'investissement sur lesquels on veut avoir une action en priorité. Et puis, tout ce processus est validé par un comité de pilotage et l'élaboration du plan d'action suivra exactement le même processus avec un forum pour une large consultation des acteurs, puis une priorisation par comité de suivi et validation comité de pilotage. Je vous ai juste mis pour information qui sont les parties prenantes. Donc, dans le comité de suivi, on a vraiment un très large panel, les gestionnaires, des ONG, des instituts de recherche, d'autres partenaires en lien avec les milieux marins. Et sur le comité de pilotage, on a vraiment un niveau plus stratégique avec des élus et des représentants des provinces, du gouvernement et de l'État français. Juste pour vous donner un aperçu de la stratégie, on a défini le cadre logique. Donc, on a 3 thèmes principaux. Le premier sur les écosystèmes marins. Le deuxième sur les pressions locales. L'idée d'agir sur les pressions locales, c'est de donner aussi la meilleure chance de survie et la meilleure résilience possible à des pressions globales comme le changement climatique. Et puis, le troisième thème sur la gouvernance, avec en particulier la gestion participative. Quelques actions qu'on a mis en place, donc en parallèle de cette mise en œuvre de la stratégie, on a quelques actions pour renforcer les capacités des gestionnaires sur le territoire et d'autres actions qui sont en cours de financement et puis des projets de plus grande envergure qui viendront donc l'année prochaine et en 2024 pour vraiment les actions prioritaires de la stratégie. J'ai juste mis quelques exemples. Un atelier sur l'eau douce et les bassins versants en province nord, un atelier sur un outil d'adaptation au climat qui a été dispensé aux gestionnaires, une étude de faisabilité sur la mise en place de financement durable pour les aires marines protégées, un financement des événements donc, qui sont les journées de la tortue qui ont abouti à la signature d'accords entre les coutumiers et les gestionnaires pour protéger les tortues. Et puis, donc, comme je l'ai dit, on apporte un appui pour la révision des plans de gestion et on a déjà apporté un appui pour celui de Yengen en province. Donc, voilà quelques actions. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Amélie pour cette présentation extrêmement claire qui montre que le site est en amont du processus et de ces changements, de cette prise en compte des changements face au changement climatique justement, et qui pourrait faire école également pour d'autres sites naturels et culturels, cette initiative. Alors aujourd'hui, quels seraient vos besoins pour mettre au point, pour aller dans l'action donc, de cette initiative que nous avez montrée aujourd'hui? Vous avez vu que l'initiative, vraiment, c'est une initiative internationale. On partage avec divers sites partout dans le monde. Et ce qu'on a comme demande vraiment des gestionnaires, c'est d'avoir plus de partage d'expérience avec des sites qui sont dans la zone Pacifique. Parce que comme on est un bien français, on est relié à la zone Europe. Et du coup, on n'a pas beaucoup d'échanges avec les acteurs du patrimoine mondial dans le Pacifique. Donc, l'idée, ce sera vraiment d'avoir plus d'échanges locaux avec des partenaires qui sont confrontés au même type de contraintes, au même vraiment voilà au même problématiques locales, ouais. Des problématiques du Pacifique et vraiment des récifs, des communautés locales aussi. On a un gros aspect sur les coutumes et les populations locales. Donc, mettre en jeu cette synergie autour de ces sites. Et justement, au début d'actions participatives, est-ce que justement ces actions participatives peuvent être un moyen aussi de mettre en action et dans la même feuille de route tous ces acteurs? Oui, c'est l'un des buts de l'initiative Résilience, c'est de vraiment tirer des leçons dans divers sites pour pouvoir partager les connaissances avec d'autres gestionnaires dans le monde entier. Et c'est vrai que ce serait quelque chose de vraiment bien pour nous aussi,
pour vraiment tirer parti des connaissances d'autres acteurs dans le Pacifique. Très bien, merci beaucoup Amélie. Merci.